Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir répondu à mon invitation pour ce conseil municipal. Il est 18h01. Je déclare ouverte cette séance du conseil municipal de Contrexéville et je procède à l'appel. Luc Gérec, présent. Véronique Perrusso. Présente. Philippe Rago. Présent. Marlène Chavez dos Santos. Présent. Jacques Ferrari. Présent. Stéphanie Brognier. Présente. Jean-Marc Deluse. Présent. Florence Gallenren. Présente. Pascal Raffa. Présent. Evelyne Capelli. Présente. Philippe Levieux. Présent. Corinne Tondy. Présente. Rui Henriquez. Présent. Philippe Lullier est excusé. Pour des raisons professionnelles, Philippe Lullier n'est pas en mesure de poursuivre son mandat. Il m'adresse donc une lettre de démission. Nous procéderons à son remplacement lors d'un prochain conseil municipal. Nicolas Koenig. Présent. Johanna Goulin. Aline Poirel est excusée. Elle donne procuration à Johanna Goulin. Anne-Sophie Lehmann est excusée. Elle me donne procuration. Arlette Jaworski. Présent. Jean-Marie Henriot. Présent. Alain Henry. Présent. Thierry Danet. Présent. Pascal Milot. Allez. Ok, je vous remercie. Il nous faut maintenant désigner un ou une secrétaire de séance et comme habituellement, je vous propose Madame Marlène Chavez dos Santos. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Si vous voulez bien nous rejoindre à cette table. Et nous allons aborder immédiatement l'ordre du jour du conseil municipal avec la décision, rapport numéro 1, la décision modificative numéro 2, budget principal M14. Et je vais donner la parole à Monsieur Jean-Marc Deluse. Merci, Monsieur le maire. Décision modificative numéro 2. Donc ce soir, vous avez le tableau, on va s'intéresser à la numéro 2. Compte tenu de l'état d'avancement des opérations budgétaires du budget principal 2021, Monsieur le maire propose de procéder à des réajustements de crédits pour la section de fonctionnement et la section d'investissement. Il propose donc au conseil municipal la décision modificative numéro 2 qui lui demande d'approuver après avis favorable de la commission des finances réunie le 16 novembre 2021. Donc on va commencer par la section de fonctionnement, donc en recettes. Remboursement sur rémunération de personnel, donc 38 200. Au niveau donc, du produit des jeux du casino, moins 60 000. Donc un total de recettes de fonctionnement de moins 21 800. Au niveau des dépenses, donc entretien de voirie, moins 5 000. Entretien et réparation sur autres biens mobiliers, 5 000 euros. Frais de formation, 4 981 euros. Redevance, reversement du prélèvement sur le produit des jeux du casino, moins 62 287 euros. Fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales, moins 10 494 euros. Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion, 6 000 euros. Donc un virement à la section d'investissement de 40 000 euros pour un total des dépenses de fonctionnement de moins 21 800 euros. Avant de passer donc, à l'investissement, des remarques sur le fonctionnement? Non. Alors, on passe à l'investissement, et puis quand on aura balayé tout, on reviendra pour voter l'ensemble des recettes et dépenses, investissement et fonctionnement. Donc, au niveau de l'investissement, les recettes, donc virement de la section de fonctionnement, donc 40 000 euros. Subvention d'équipement, 11 120 euros, soit un total de 51 120 euros. Au niveau des dépenses, investissement incorporel de 12 000 euros, immobilisation corporelle, 59 300, immobilisation en cours, moins 151 580. Réfection pont de la gare, 10 000 euros. Travaux accessibilité PMR, 121 400 euros, soit un total des dépenses et d'investissement de 51 120 euros. Donc on va rebalayer plus en détail nos investissements. Donc au niveau des frais d'études rue du 11 septembre, 10 000 euros.
Frais d'études du pont de la gare, moins 10 000 €. Donc là, on a moins 10 000 € sur le chapitre 20-31, parce qu'on a créé, on va dire, une opération d'équipement spéciale pour cette opération, donc qui est l'opération d'équipement 52, réfection, pont et parvis de la gare, où on retrouve donc nos 10 000 €. Acquisition de logiciels pour 12 000 €. Autre candélabre pour phare rénovation, éclairage public, rue Ernest Daudet, ben là on n'a rien. Acquisition véhicule, 50 300 €. Acquisition de mobilier, 2 500 €. Autre immobilisation corporelle, 6 500 €. Travaux, accessibilité PMR, mairie, moins 166 400 €. Donc on va voir qu'on a rebasculé une partie de l'argent sur un programme aussi spécial, une opération d'équipement spécial, donc la numéro 53. Travaux de voirie pour 14 800. Donc, réfection du pont parvis de la gare, donc nos 10 000 €. Opération équipement numéro 53, travaux accessibilité PMR, 121 400. Total dépenses d'investissement, 51 220 000. Donc voilà, on a notre ventilation donc, des investissements. Donc si vous avez des questions à ce niveau, je suis prêt à y répondre. Ça marche, ouais. Pas des questions, des remarques, parce que les questions auraient dû être posées par écrit. Je peux poser des questions sur le sujet quand même. Ouais, non. On va pas aller quand même jusque-là. Non, mais on en a parlé en commission, donc bon, c'est une délibération habituelle, hein, où on ajuste la réalité par rapport aux prévisions, avec des petites variations. Donc non, moi le seul point, là, j'en ai parlé en commission, la PMR, c'est la PMR, puisque à l'époque, Non. Ça, c'est embêtant. C'est bête. C'est pas volontaire. Non. Bon. Bon, alors je reprends. Non, mais juste, voilà, quand on avait voté le budget revu avec la baisse des impôts, il y avait une dépense de 160 000 € pour l'accès PMR, entre autres un ascenseur. À l'époque, moi, je vous avais dit que ça me paraissait un chiffre un peu ancien, qu'il fallait peut-être refaire une étude. Hein, et vous m'avez dit, pas de souci, on va le faire. Et là, je vois que finalement, ce dossier-là, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il y a quand même eu en face des subventions de 160 000 € pour un projet qui ne se fera pas donc cette année. En plus, un projet, là, il est rabaissé à 120 000. À mon avis, on en a parlé, ça ne suffira pas. Donc, c'est quand même une dépense qui a été mise en face, tout en sachant qu'elle n'aurait pas lieu, mais du coup, il a quand même fallu amener des recettes d'impôts en conséquence. Bon. Il n'y a pas de gel. Si, enfin, il y a du gel. Ouais. Bon. Donc maintenant, tout est prêt, je vais pouvoir répondre à votre question. L'accessibilité PMR, c'est vrai, c'est un dossier qui date déjà d'un certain temps, voire d'un temps certain. Les choses n'ont pas été réalisées à l'époque parce que ce qui manquait, c'était surtout de l'argent. Aujourd'hui, on retrouve, on va dire, une capacité d'investissement, qu'elle soit en autofinancement ou, je le répète aussi, une capacité d'emprunt. On a donc gardé ce programme parce que pour nous c'est un programme, c'est sûr, qui est prioritaire, l'accessibilité. Puis comme vous le dites, il y a eu des subventions qui ont été inscrites, donc il serait temps de le réaliser rapidement. C'est des dossiers qui sont longs, compliqués. Aujourd'hui, c'est sûr, on a redescendu de 166 000 à 121 000. On est dans l'ajustement budgétaire, comme on l'a dit aussi en réunion de commission. On aurait très bien pu le mettre à zéro cette année. Et puis l'année prochaine, on va dire réinscrire 400 ou 500 000 €, parce que grosso modo, ça va être déjà la fourchette minimum d'investissement pour avoir quelque chose, on va dire, en PMR qui tient la route, quoi. Donc, on aurait pu le mettre à zéro là. Non, voilà, je dis 4 à 500, ça peut être plus. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de chiffrage. Et comme vous le dites, c'est sûr que 166 000, ça ne suffit pas. Ça, on le sait, on en est conscient. Donc, on a décidé de le laisser inscrit à hauteur de 121 000 sur ce budget-là, qui, on va dire,
passe sur du reste à réaliser pour l'année prochaine. Donc on amorce, on va dire, la pompe déjà de 121 000 € pour pouvoir l'année prochaine engager, on va dire, ces travaux de PMR. Voilà. Si je peux préciser aussi, c'est que, évidemment, et vous le savez également, que nous avions un agenda programmé de mise en place de ces mesures, pour lesquelles on a demandé des dérogations dans le temps, parce que nous n'étions pas en mesure, effectivement, de les financer. Il y a déjà eu une première étude qui a été réalisée avec une estimation, effectivement, de 160 000 €, si j'ai bonne mémoire. L'idée, nous sommes en passe de recruter un assistant, enfin un maître d'ouvrage qui nous permettra, d'affiner les chiffres et évidemment de mettre en face le financement qui sera nécessaire. Alors évidemment, on n'arrivera pas à des sommes aussi importantes que vient d'annoncer M. Deluz, mais on devrait être sur une fourchette qui, comme la précédente estimation était à 160 000 €, sera certainement plus élevée. Mais voilà, le maître d'œuvre est en cours de recrutement. Après, il y a l'ensemble des programmes. On parle de l'accessibilité PMR, on va dire, de la mairie, mais il y a aussi l'accessibilité PMR au niveau de la MCL, de nos bâtiments. Donc, ça risque de faire une belle enveloppe quand même. Je précise aussi qu'à l'époque, lorsque nous avions rédigé, en tout cas validé cet agenda programmé, le montant estimé de l'ensemble de la mise aux normes des bâtiments, sur Contrexéville, était estimé à 1 million d'euros, si je me souviens bien. Donc voilà, nos 120 000. Donc voilà. D'autres questions? Donc on peut passer au vote. Donc au niveau de la section de fonctionnement, au niveau des recettes, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Au niveau des dépenses, et donc toujours dans notre fonctionnement, qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Au niveau de l'investissement, au niveau des recettes, qui est contre? Qui s'abstient? D'accord. Et au niveau des dépenses, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Unanimité. Merci beaucoup. Merci. Donc le rapport numéro 2 concerne le casino, donc avec un recours au principe de la mise en concession de services publics pour l'exploitation du casino. Vu le rapport de l'exécutif qui présente les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur exploitant du service de casino sur l'ensemble du territoire de Contrexéville, qui est transmis en annexe, et considérant que ce contrat de concession du casino arrive à échéance le 31 décembre 2022, il s'agit pour le conseil municipal d'approuver le principe de l'exploitation du casino de Contrexéville dans le cadre d'une concession de service public, d'approuver le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le concessionnaire, telles qu'elles sont définies dans le rapport sur le choix du mode de gestion, étant entendu qu'il appartiendra ultérieurement au maire d'en négocier les conditions précises conformément au dispositif du Code général des collectivités territoriales, et bien sûr d'autoriser le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de concession de services publics afférente. Dans ce dossier, nous avions également adressé un rescrit au service de la préfecture, notamment de la sous-préfecture. Malheureusement, la réponse hors délai, d'ailleurs réglementaire, est arrivée après la commission des finances, mais le courrier vous sera évidemment adressé. La copie du courrier vous sera adressée. Vous avez l'ensemble du dossier qui est en annexe. Y a-t-il des questions? Oui. Je réessaye avec celui-là. Ah non, faut pas le... J'ai le droit? Okay, bon. Voilà. Non, c'est plus des remarques. Bon, on en a parlé en commission, mais on a eu le rapport. Là, je l'ai relu un petit peu plus tranquillement. Et enfin, c'est juste des impressions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est là pour ça. Quand on regarde un petit peu les chiffres et qu'on se compare à Vitel, puisque c'est le même secteur, hein, c'est la même clientèle, je trouve quand même qu'il y a une sacrée différence. Hein. Vitel fait 2 millions de plus de recettes. Hein. Nous, on est à peu près à 3,3 millions. Année normale, eux, ils sont à 5,3 millions.
Et enfin, moi, je me dis que c'est pas normal, finalement, alors qu'on est on a le même secteur, la même clientèle, et il y a plus de clientèle là-bas. Donc, enfin, c'est un constat, et ce que j'en conclus, c'est que il y a peut-être le Club Med, je sais pas, mais on peut aussi capter les clients de là-bas. Enfin, il y a peut-être besoin de remettre une vraie concurrence pour espérer avoir peut-être un autre candidat que celui qui a le casino actuellement. En tout cas, le mettre en condition que d'autres candidats puissent déposer des offres, de façon à ce qu'il y ait peut-être une vraie concurrence, et pourquoi pas avoir un autre casinotier qui serait plus performant. Et le gros problème, enfin, c'est marqué quasiment, on en a parlé en commission et c'est quasiment à chaque page, le gros souci qu'on a, c'est que le casinotier est propriétaire des murs. Hein. Enfin, tout le monde le sait. C'est historique. Hein. C'est pour ça qu'il y a un rescrit. Hein. C'est quand même c'est réglementaire, mais on voit bien que c'est limite de fausser la concurrence. Et donc, c'est vrai que là, puisqu'on a pris un bureau d'études, je pense qu'il faut vraiment avoir un cahier des charges qui permette à d'autres casinotiers de postuler sans qu'ils soient handicapés par le fait qu'ils ne soient pas propriétaires. Et c'est pour ça que c'est bien écrit. Il faut vraiment qu'on valorise le fait, alors je ne sais pas trop comment, mais le fait que le casino appartienne à un casinotier pour que d'autres candidats aient des contreparties, quoi. Parce que là, c'est inégal et forcément, on n'a pas d'autres candidats, quoi. Donc moi, je pense que le cahier des charges devra vraiment... Attends, à mon avis, il doit avoir un temps de parole. Non, mais je parle trop fort. Ça fait un petit bouton. Ah zut alors. C'est comme à l'Assemblée nationale, c'est trop tard. Non, mais je veux... Bien, ouais. Voilà, je vais... finir quand même. Oui, allez, pardon. Oui. Oui, donc moi je pense que si on peut avoir un cahier des charges qui donne plus de chances à quelqu'un qui est non propriétaire, donc ça serait bien. Et en plus, vraiment, en effet, de définir quelle économie fait le fait que le propriétaire postule, quoi. Et puis l'autre chose que j'ai vue, enfin il n'y a pas que moi, donc on a le droit, en effet, là il y a deux options qui sont proposées pour avoir une taxe à 10 ou à 13%. La loi permet d'aller donc jusqu'à 15%. Alors pourquoi ne pas remettre une troisième option avec un taux à 15%? Puisqu'on a le droit d'aller jusqu'à 15, on peut toujours, on en a parlé, parce que si on propose que 13, la négociation, elle sera entre 13 et moins de 13. Hein. Peut-être remettre une troisième option avec un taux à 15%, alors forcément avec une durée plus longue, mais moi je pense qu'on pourrait tenter le coup à 15%, parce que plus on commence bas, plus on finira bas. Donc peut-être remettre une troisième option pour permettre de décrocher peut-être un taux de 15%. Et l'autre chose, je pense que c'est ce que Arlette voudra dire, dans les clauses, bon, il y a les clauses financières, mais on sait que c'est très dur à être respecté, à part le taux. Par contre, il y a tout ce qui est clause animation culturelle, enfin culture et autres. Ça, je pense qu'il faut qu'on insiste là-dessus et pas forcément les faire dans le bâtiment, on en a parlé, mais les faire dans d'autres bâtiments. Et là, déjà, on mettra donc à égalité tous les candidats. Et les animations qui ont lieu ailleurs, on est sûr qu'elles ne sont pas mélangées avec la restauration ou les animations qui servent au casino. Donc moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse part d'animation culturelle et autres en dehors du bâtiment du casino. Là, on est sûr au moins que ça ne sera pas détourné ou mélangé dans les recettes classiques du casino. Oui, j'ai là le programme culturel de Vittel. Il n'y a pas moins de 8 spectacles avec la participation financière du Casino Viking de Vittel. Et c'est que sur la saison automne-hiver, il y a aussi des spectacles avec la bibliothèque, il y a des spectacles dans le parc en été. Donc je ne sais pas comment c'est négocié à Vittel, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des points très précis avec des nombres précis de spectacles. C'est juste un point de vigilance que je voulais signaler, puisqu'on a un exemple à côté qui est pertinent et qui fonctionne bien. Oui, alors je vais vous répondre. Effectivement, nous avons un point faible sur Contrexéville, c'est que le casinotier est propriétaire du bâtiment. Alors, on sait d'autre part que dans les renouvellements de ce type de concessions, il y a peu de concurrence. Ah, ça, c'est historique dans le domaine des jeux. Et d'autre part, un candidat peut, et ce sera donc dans le cahier des charges, peut postuler
mais à ce moment-là, il s'engage à réaliser, à trouver un bâtiment, à le mettre aux normes ERP, à le mettre aux normes pour les 3 activités, c'est-à-dire les jeux, la restauration et l'animation. Et évidemment, pour ce faire, pour être opérationnel fin 2022. Donc là, on est dans des considérations qui ne permettent pas vraiment la concurrence ouverte, et c'est regrettable. Mais encore une fois, la réponse au rescrit que nous avons envoyé en sous-préfecture précise qu'effectivement, en plus, il n'y a pas de droit de possibilité de droit de retour à la collectivité en fin de DSP. Ensuite, sur les taux qui sont proposés, dans une négociation, effectivement, on peut soit avoir une marge de progression, soit aller au plus haut et puis négocier sans doute à la baisse. Dans un cadre comme le nôtre, avec probablement un seul postulant, c'est-à-dire le groupe Partouche, si on met dès le départ un taux à 15%, le groupe Partouche dira « je ne suis pas ». On n'aura personne d'autre en face. Que fait-on? Et là, on est en tout cas fragilisé dans le cadre d'une négociation. Le but étant de mettre un seuil minimum et ensuite de négocier à la hausse. C'est ça la stratégie que nous vous proposerons pour cette négociation. Et puis sur les clauses financières, et là vous avez tous les deux raison, sur la partie animation et promotion touristique, le précédent cahier des charges, mais comme tous les cahiers de charges de l'époque, était très léger, et évidemment aucune possibilité de mettre la pression. Là, évidemment, ces clauses-là, elles seront très précisément définies avec un montant qui pourra même être progressif selon l'évolution du chiffre d'affaires du casino, et avec un contrôle aussi, puisque avec notre assistant à maîtrise d'ouvrage, il y aura un outil qui nous permettra de suivre très précisément l'évolution de ces dossiers dans tous les domaines, mais en particulier sur les clauses financières, animation, promotion du tourisme, avec des pénalités qui seront définies dès le départ, et des pénalités qui peuvent être relativement importantes, que ce soit une restauration qui ne respecterait pas le nombre de jours d'ouverture, que ce soit sur des animations ou de la promotion du tourisme qui ne seraient pas réalisées, eh bien il y aura des pénalités qui seront fixées. Je vous demande encore peu de patience, parce que nous étions encore tout à l'heure en visioconférence avec notre AMO pour effectivement recaler plus précisément les choses. Ensuite viendront effectivement l'appel d'offres, et il y aura différentes étapes. L'idée étant de commencer les négociations à partir du mois de mars-avril. Et là, je pense que la négociation sera certainement très rude, mais en tout cas nous sommes là pour ça, et je n'ai pas de crainte en la matière. Voilà ce que je peux vous donner comme analyse, en tout cas c'est la mienne, et je pense qu'on peut y arriver. Y a-t-il d'autres questions? Je vais donc passer au vote. Donc, il s'agit d'approuver le principe de l'exploitation du casino dans le cadre d'une concession, d'approuver le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le concessionnaire, telles qu'elles sont définies dans le rapport sur le choix du mode de gestion, étant entendu qu'il appartiendra ultérieurement au maire de négocier les conditions précises, et d'autoriser le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de concession de services publics afférente. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Je retrouve mon... Alors, on doit être...
je suis allé trop loin. Désolé, hein, avec une tablette, il faut que je fasse défiler. C'est ça. Merci. Elle est sympa, hein. Oui, c'est ça. Alors, 5, non, c'est ça. Je vais y retrouver là. Ça, c'est la 4. Ça, c'est la 3. Voilà. Rapport numéro 3, tourisme. Reprise de la compétence promotion du tourisme par la commune au 1er janvier 2022. La parole est à Madame Véronique Perrusso. Alors, par délibération du 22 septembre 2021 et conformément à la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, la commune de Contrexéville, station classée de tourisme, a décidé de solliciter l'avis de la communauté de communes Terre d'Eau dont elle est membre afin de reprendre l'exercice de la compétence promotion du tourisme. La commune de Vittel a procédé à la même démarche. Lors de sa séance du 1er octobre 2021, le Conseil communautaire a rendu un avis favorable à la restitution aux 2 communes de la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. La communauté de communes pourra néanmoins continuer à exercer la compétence promotion du tourisme de façon partagée avec elle, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme sur son territoire, y compris celui des 2 communes. Il est rappelé qu'en cas de perte du statut de station classée de tourisme par les communes, la compétence sera alors intégralement et automatiquement exercée par la communauté de communes. Par conséquent, et en application de l'article L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales et des articles L. 133-13 et L. 151-3 du Code du tourisme, après avis de la commission tourisme-thermalisme réunie le 3 décembre 2021, il est proposé au conseil municipal de décider de reprendre l'exercice de la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, à compter du 1er janvier 2022, de donner pouvoir à monsieur le maire ou son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. Intervention. Non, bah là, on a parlé aussi en commission, donc je ne veux pas être long, hein, mais bon, c'est la suite logique de ce que vous avez engagé. Hein, donc c'est la fin de l'office de tourisme, on va dire, intercommunal. Donc c'est pas notre vision. Donc nous, on va pas voter pour. Mais bon, en plus du fait qu'on va revenir donc à des offices de tourisme communaux, un peu chacun pour soi. Il y a aussi quand même beaucoup encore, je sais que c'est pas facile, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Hein. On ne sait pas encore vraiment où on va, on ne sait pas quelle structure va remplacer, même au niveau budgétaire. Donc voilà, il y a encore comme beaucoup de choses floues, je dirais, sur ce retour à des offices de tourisme communaux. Alors c'est vrai que passer d'un système à un autre, c'est jamais simple. Vous l'avez connu dans le sens inverse, il me semble, quand on est passé du mode associatif au mode SPL. Donc il nous faut juste un peu de temps, voilà, mais en tout cas on est en ordre de marche et pour avoir réuni beaucoup de prestataires du tourisme, je peux vous dire que c'est très bien accueilli. D'autres interventions? Il n'y en a pas. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Je vous remercie. Rapport numéro 4, signature d'une convention d'objectifs et de moyens pour la gestion de l'Office du tourisme de Contrexéville avec la SPL Destination Vittel Contrexéville. La parole est à Madame Perrusso. Alors, il est rappelé au Conseil que par délibération précédente, la commune a statué sur son choix de reprendre en main la gestion de son office du tourisme à compter du 1er janvier 2022. Après avis favorable rendu par le Conseil communautaire à la restitution aux villes de Contrexéville et Vittel de la compétence promotion du tourisme, dont la création d'office du tourisme.
La définition de la gouvernance de l'exercice de la compétence tourisme sur la station n'étant à ce jour pas aboutie, la commune souhaite de façon transitoire poursuivre son partenariat avec la SPL Destination Vittel Contrexéville et maintenir son rôle de gestionnaire de l'Office de tourisme de Contrexéville. Conformément à ses statuts, la SPL Destination Vittel Contrexéville se verrait confier les missions de service public que sont l'accueil, l'information, l'animation et la promotion touristique locale, ainsi que la fédération des acteurs touristiques sur le territoire de la station de Contrexéville. Durant cette période, les actionnaires de la SPL, pour rappel les communes de Contrexéville, Vittel et la communauté de communes Terre d'Eau, réviseront la gouvernance de cette société et mettront en place les outils nécessaires à l'exercice partagé de la compétence promotion du tourisme. Une convention d'objectifs doit être conclue entre la commune de Contrexéville et la SPL Destination Vittel Contrexéville afin de fixer d'un commun accord les objectifs et les moyens consacrés aux missions de l'Office de tourisme et les modalités qui s'y attachent dans le respect du règlement intérieur de la SPL. Le conseil municipal est appelé à approuver le projet de convention d'objectifs et de moyens pour la gestion de l'Office de tourisme tel que présenté en annexe, autoriser le maire à signer ladite convention, autoriser le versement de la contribution aux contraintes de service public. Des questions, des interventions? Oui, M. Danet. Le micro à 20 cm de vous, s'il vous plaît. Merci. Comme ça. Non, mais là, c'est la même chose, hein. C'est même écrit, hein. Donc la gouvernance n'est toujours pas aboutie. Donc voilà, on est quand même... Moi, je trouve quand même que vous ne savez pas vraiment où vous allez, quoi, au niveau de la gouvernance, justement. Et c'est quand même un petit peu gênant de prendre une décision. On casse quelque chose, ça c'est sûr, et on ne sait pas vraiment ce qu'il y aura derrière. Alors, juste ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut le temps juridique de passer d'un système à un autre. On l'a exprimé déjà en commission. Hein. Voilà. Donc, du côté de la commune de Contrexéville, on s'oriente à rester dans le système SPL. On vous l'a dit. Ça a été très clair. Maintenant, il nous faut un peu de temps pour monter les dossiers et passer d'un système, d'une SPL à une autre, tout simplement. D'autres interventions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci. Rapport numéro 5, il s'agit de la mission d'assistance conseil pour le suivi du contrat d'affermage des services de l'eau potable et de l'assainissement, transport collecte pour l'exercice 2021. Je rappelle que par délibération, le conseil municipal avait décidé de confier à compter du 1er décembre 2016 des affermages des services d'eau potable et d'assainissement à la société SOR et a approuvé les contrats de délégation pour chaque service. La commune est adhérente de l'Agence technique départementale des Vosges et il est proposé de confier à cet organisme une mission d'assistance conseil pour le suivi de chacun de ces contrats et ce, durant une année. La mission fournie comprend une assistance d'ordre technique, administrative, financière et elle s'opérerait pour l'exercice 2021. Les conditions techniques financières de la mission sont identiques à celles proposées en 2020 et le forfait de prestation sur la durée totale de la mission s'élève à 2 400 € hors taxe par contrat. Je rappelle quand même que cette mission d'assistance nous a permis aussi de mettre en place un système de pénalité avec notre délégataire qui a bien fonctionné. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer avec l'Agence technique départementale des Vosges des conventions relatives à cette mission d'assistance conseil pour le suivi des contrats d'affermage. L'une pour le service public eau potable et l'autre pour le service public assainissement collectif dans les conditions définies ci-dessus et pour l'exercice 2021. Y a-t-il des questions, remarques? Non, bah ça c'est une assistance qu'on avait mis en place à l'époque. Hein. Moi j'étais même favorable à ça. Mais là, moi, je suis quand même plus mesuré parce qu'on se rend compte qu'on ne s'en sert pas de cette assistance. Hein. Cette année, j'ai bien vu que les rapports qui ont été remis ont été tout juste lus. On devait avoir des réunions, d'ailleurs de tout le conseil informel, pour avoir plus de précision parce que c'était incomplet. Ça n'a pas eu lieu. Les pénalités, on aurait pu en appliquer cette année. Elles ne sont pas appliquées.
Donc si on paye une assistance, ça coûte quand même en tout presque 5 000 € hors taxe, 6 000 TTC, et qu'on ne s'en sert pas, autant ne plus la prendre. Moi, je suis désolé, mais... La prestation s'élève à 2 400 € par contrat. Il y a 2 contrats. Oui. Ça fait 4 008, plus la TVA, on n'est pas loin des 6 000. Donc, moi non mais... Là-dessus, on est d'accord. Mais voilà, si on prend une assistance juste pour dire qu'on prend une assistance mais qu'on ne s'en sert pas, donc cette année, j'ai bien vu en conseil, par exemple, il y a eu une erreur énorme par la SOR sur le budget assainissement où on nous présentait le budget eau potable. Il n'y a eu aucune suite, je n'ai même pas vu un document refait, et ça, si on prend une assistance, c'est aussi à eux de surveiller ça, à faire refaire. On avait comme des réunions prévues normalement, moi je me souviens bien de tout le conseil, ça n'a pas été fait. Donc ce n'est pas de la faute de l'assistance, c'est parce qu'on ne lui demande pas de le faire. Donc pourquoi prendre une assistance si on ne s'en sert pas? Oui, pardon. Ouais, moi, ma position est connue. Moi, j'ai toujours été contre la délégation de services publics pour la gestion de l'eau et favorable à une régie municipale. Qu'est-ce qu'on voit? On prend un délégataire et on doit le surveiller. C'est donc que ce délégataire n'est pas sincère dans son travail et dans les rapports qu'il rend. Si on est complètement d'accord avec ce délégataire, on n'a pas besoin d'organiser des missions de surveillance comme celle-là. Donc c'est paradoxal, et on voit que au-dessus du délégataire, il faut repayer encore de la surveillance. Quand nous avons eu à la communauté de communes, lors du mandat précédent, une présentation des différents systèmes de distribution d'eau potable, qu'est-ce qu'on a remarqué sur le territoire? C'est que la régie était meilleure, avec des meilleurs rendements et un coût de l'eau qui était plutôt plus faible. Mais voilà. Donc moi je trouve que cette année l'eau va encore augmenter, que nos rendements sont encore pas terribles, hein. C'est ce qui ressortait du rapport. Donc voilà, il faut se poser aussi des questions. On a le temps là de se poser des questions et de mener des réflexions autour de cette question. On sait bien que quand on prend un délégataire, l'argent qui est récolté part aux actionnaire. Quand on prend une régie municipale, on est dans un système vertueux où l'argent de l'eau reste à l'eau et sert à améliorer le système. Voilà, c'est ma position, mais comme on n'est pas en négociation, c'est là qu'on a le temps de réfléchir plus tranquillement. Très bien. Donc, concernant les taux de rendement, effectivement, l'année Covid a perturbé, en tout cas, le taux de rendement. Sur Contrexéville, nous sommes à 80% de taux de rendement, ce qui n'est pas si mal. Si on se compare, ne serait-ce qu'à un syndicat proche d'ici, mais qui alimente en eau une très grosse entreprise agroalimentaire, si on enlève la part de l'entreprise de la partie agroalimentaire et qu'on calcule le réseau, le taux de rendement, eh bien, on est inférieur, je pense, assez largement aux 80% de Contrexéville. Concernant l'Agence technique départementale des Vosges, nous nous sommes vus il y a quelques jours, effectivement, et nous avons évoqué les dysfonctionnements potentiels qui pourraient prétendre à indemnité et pénalité. Donc voilà pourquoi, avec le retard dû effectivement aux difficultés liées à la crise sanitaire, évidemment, nous sommes en retard par rapport aux présentations, par rapport aux pénalités potentielles, mais nous sommes encore dans les clous. Et je dois dire, en ce qui me concerne, que effectivement, les dossiers sont extrêmement pointus, sont difficiles à suivre, et il faut vraiment avoir un spécialiste en la matière qui nous permette de lever, en tout cas, les lièvres qui pourraient apparaître. Donc, je suis, en ce qui me concerne, tout à fait favorable au renouvellement de cette mission. Elle est importante pour la collectivité et elle préserve nos intérêts. Maintenant, j'entends bien entendu les autres versions. Nous sommes d'accord. Y a-t-il d'autres interventions? Eh bien, je vais passer au vote. Qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? 3 abstentions. Je vous remercie.
Le rapport numéro 6 concerne la convention d'objectifs et de moyens liant la commune et l'association Centre Social La Toupie. Autorisation donnée au maire de signer une nouvelle convention. Et je vais donner la parole à M. Jacques Ferrari. Merci, monsieur le maire. Alors, il est rappelé que, par délibération du 28 novembre 2017, le conseil municipal a autorisé le maire à signer une convention d'objectifs et de moyens avec l'association Centre Social La Toupie, définissant dans le cadre d'une démarche volontaire conjointe les engagements réciproques et le partenariat entre la commune et l'association. Cette convention, conclue pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2018, arrive à son terme le 31/12/2021. Au vu de la réalisation des objectifs fixés, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer une nouvelle convention d'objectifs et de moyens avec l'association Centre Social La Toupie, selon les dispositions énoncées dans le document joint. Alors, pour préciser, donc, le projet social étant sur 3 ans, la convention sera bien sûr signée sur 3 ans. Voilà. Vous avez les documents donc, qui ont été joints. Est-ce que vous avez des questions éventuellement à poser ? Juste une petite remarque, là, je n'ai pas le document, mais il y a une partie qui apparaît en jaune, donc du coup je l'ai vu aussitôt, et je trouve que, alors je ne sais pas si ça y était la dernière fois, mais je trouve qu'on n'est peut-être pas assez clair sur la partie, quand on parle du bail emphytéotique, hein, puisqu'on parle de mise à disposition de bâtiments, et dans le même paragraphe, on parle de bail emphytéotique, alors que c'est deux choses complètement différentes, hein, puisque quand on met donc à disposition, l'association ne paye pas les charges, ne paye rien, tandis que le bail emphytéotique, c'est inverse, hein, c'est toutes les charges du propriétaire. Et je trouve que la différence apparaît pas clairement dans la convention. On pourrait penser que le bail emphytéotique, on sait ce que c'est, mais amène les mêmes avantages, on va dire, qu'une mise à disposition. Moi, je pense qu'il faudra peut-être mieux vraiment le différencier. Non, mais l'association, non, mais c'est aussi l'intérêt de la commune d'avoir des conventions, parce que les bails emphytéotiques, ça peut, pour l'instant tout se passe bien, mais ça peut amener des fois à des litiges, je dirais. Voilà, vous voyez, on parle de mise à disposition. Pour moi, je ne mettrais pas, je referai un chapitre, parce que c'est pas une mise à disposition. Peut-être que vous trouvez que je joue sur les mots, mais là on est vraiment sur les charges, quoi. C'est qui paye quoi. C'est juste une remarque. Oui. Après, sur la durée, en effet, je me posais la question, mais oui, 3 ans, si ça correspond au projet social. Voilà, tout à fait. Projet social, il y aura un renouvellement au cours de ce mandat, ce qui permet aussi de sécuriser pour lors de prochaines échéances électorales, avec peut-être une autre vision des choses. Donc l'idée, c'est bien de sécuriser encore cette association et lui laisser le temps de réagir le cas échéant. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Non? Écoutez, on vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, on vous remercie. Unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 7 concerne la même chose, convention d'objectifs et de moyens liant la commune et l'association, cette fois-ci Office municipal des sports, avec autorisation donnée au maire de signer une nouvelle convention. Donc, par délibération du 28 novembre 2017, le conseil municipal a autorisé le maire à signer une convention d'objectifs et de moyens avec cette association OMS, qui définit, dans le cadre d'une démarche volontaire et conjointe, les engagements réciproques et le partenariat entre la commune et l'association. Cette convention conclue pour une durée de 4 ans, cette fois-ci, à compter du 1er janvier 2018, arrive à son terme le 31/12/2021. Et au vu de la réalisation des objectifs fixés afin de permettre à l'association de poursuivre son action,
il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer une nouvelle convention d'objectifs et de moyens avec l'association Office municipal des sports, selon les dispositions qui sont énoncées dans le document joint. Là encore, cette convention a fait l'objet de rencontres et de négociations avec l'association concernée. Pas de questions. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 8. Il s'agit de l'avis sur les dérogations au repos dominical de commerce de détail accordées par le maire pour l'année 2022. Donc, c'est le principe des dérogations municipales au repos dominical qui a été établi pour permettre aux branches commerciales d'exercer leur activité exceptionnellement les dimanches de forte activité commerciale. Le Code du travail donne aussi compétence au maire pour accorder par arrêté municipal aux établissements commerciaux de vente au détail où le repos a lieu normalement le dimanche, jusqu'à 12 dérogations au repos dominical par an. Les jours fériés sont également comptabilisés. Le Code du travail modifié par la loi Macron du même code, prévoit un arrêté municipal accordant une telle dérogation au repos dominical, cet avis devant être pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressés et après consultation du conseil municipal. La loi impose également au maire d'arrêter la liste des dimanches travaillés avant le 31 décembre pour l'année suivante, aucune demande de dérogation ne pouvant être faite ensuite par les commerçants. Ces dérogations doivent cependant être accordées pour la totalité des commerces de détail de la commune exerçant la même activité que le demandeur, même si la demande est individuelle, afin de contenir le risque d'une multiplication incontrôlée des ouvertures dominicales obtenues sur le fondement des dispositions de l'article. En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de compensations financières et de repos prévus à minima par le Code du travail et qui seront rappelés dans l'arrêté municipal. Le nombre de ces dimanches, lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre. Les demandes formulées au titre de l'année 2022 sont les suivantes. L'hypermarché Leclerc sollicite, par courrier reçu en mairie le 26 novembre 2021, l'autorisation du maire afin d'ouvrir exceptionnellement les 11 et 18 décembre 2022. Il est précisé que cette demande dérogatoire concerne l'ouverture à partir de 13 h. L'ouverture ces mêmes jours jusqu'à 13 h étant possible dans le cadre d'une dérogation législative permanente. Et donc la consultation des organisations d'employeurs et de salariés est en cours. Donc, il s'agit pour le conseil municipal d'émettre un avis sur l'ouverture exceptionnelle des commerces de détail de la commune où le repos a lieu normalement le dimanche pour l'année 2022, tel que présenté ci-dessus, avec les contreparties prévues par le Code du travail pour les salariés concernés sur décision du maire par arrêté municipal et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas, je passe au vote. Ah, pardon. Pardon. J'ai vu que les consultations étaient en cours, on n'a pas de retour encore, ni employeur, ni... L'arrêté est pris souvent le 30 décembre. Oui. Et c'est pas gênant. C'est depuis... on n'a pas l'avis, quoi. Depuis que je suis maire, on n'a jamais eu... On les avait ou pas, mais non, non. c'est une question. On les a jamais eu avant le conseil municipal. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres remarques, je passe au vote. Qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Hop. Rapport numéro 9, il s'agit d'une motion de soutien au centre de gestion des Vosges pour la pérennisation de la formation au métier de secrétaire de mairie. Je parle sous le contrôle de Jean-Marie Henriot, qui est membre de ce centre de gestion. Le centre de gestion des Vosges avait choisi, il y a 6 ans, de développer une formation secrétaire de mairie.
L'idée étant de pallier les 200 départs en retraite sur les 10 prochaines années des secrétaires de mairie en poste dans le département des Vosges, en formant et en apportant un savoir-faire opérationnel à de nouvelles recrues. Depuis 2015, 86 personnes sont passées par la formation et 80% d'entre elles sont en poste aujourd'hui. Former des futurs agents territoriaux, c'est aussi contribuer à la continuité du service public dans nos territoires en proposant un personnel qualifié. Et le succès de cette formation réside sur un parcours court, favorisant le tutorat auprès des professionnels expérimentés par le biais d'immersion au sein des collectivités volontaires. Cette formation est à l'initiative du Centre de gestion des Vosges et il est le fruit d'un partenariat entre ce centre de gestion, Pôle emploi au titre de l'aide individuelle à la formation et le CNFPT via un parcours de formation préexistant. Pôle emploi vient de faire part au centre de gestion sa volonté de mettre fin aux modalités de financement actuelles de la formation secrétaire de mairie. La solution de remplacement ne saurait être satisfaisante parce qu'elle impose aux collectivités une promesse d'embauche avant même le début de la formation, remettant ainsi en cause les principes vertueux de tutorat, de mutualisation de cette formation entre les collectivités. Et cette annonce met sérieusement en danger ce parcours professionnalisant à quelques semaines du début de la prochaine session de formation. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter la motion de soutien au centre de gestion des Vosges, considérant le rôle central de la secrétaire de mairie dans le maintien d'une continuité du service public, considérant les tensions dans le recrutement des secrétaires, sachant que le besoin à pourvoir est de après 200 départs en retraite, que les actions entreprises depuis 2015 par le centre de gestion et ses partenaires, et ses partenaires CNFPT, Pôle emploi, Cap emploi de 88 pour organiser ces formations pratiques au métier de secrétariat de mairie avec l'appui des mairies et leurs agents volontaires, la mission de promotion de l'emploi public, de la gestion prévisionnelle des emplois, la formation professionnelle comme levier incontournable pour faire promotion de ce métier, et l'absence de parcours diplômant adapté aux spécificités du métier, et considérant le succès du dispositif de formation existant depuis 2018, le refus de la direction territoriale de Pôle emploi de maintenir le financement, la volonté de la direction territoriale de Pôle emploi de faire correspondre formation et embauche par un seul et même employeur, et également la remise en question par ce biais du principe de tutorat et de mentorat propre au dispositif existant et gage de son succès. Donc, la demande qui est faite, c'est l'adaptation des politiques publiques de l'emploi aux spécificités des collectivités territoriales rurales, le maintien du financement par Pôle emploi de la formation des secrétaires de mairie en sa forme existante, associant mentorat auprès des secrétaires qualifiés et formation théorique, également la sécurisation sur le long terme de ce financement et sa généralisation à d'autres métiers de la territoriale, et la possibilité de proposer plusieurs sessions de formation par an pour le métier de secrétaire de mairie ou d'agent administratif en milieu rural. Ce que je peux dire, c'est que, évidemment, la ville de Contrexéville n'est pas forcément concernée par le sujet, mais c'est un appui aux communes rurales qui, très régulièrement, sont en difficulté parce que la secrétaire de mairie prend sa retraite, parce que la secrétaire de mairie est malade ou qu'elle attend un heureux événement, et que trouver des secrétaires de mairie dans ces conditions-là, c'est extrêmement difficile. Et je peux vous le garantir, cela fait 20 ans que je côtoie les maires ruraux, et très régulièrement, ils viennent me voir en me disant « Tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait venir chez moi parce que je suis en panne de secrétaire de mairie ». Et là, c'est la panade, en tout cas dans l'organisation d'une mairie rurale. Je peux aussi préciser que la ville de Contrexéville a quand même bénéficié de cette formation, puisque nous avions recruté il y a quelques années une personne qui, sortant d'un parcours dans une entreprise industrielle, a fait cette formation et a intégré les services de la collectivité avec beaucoup d'efficacité. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Alors je passe au vote pour cette motion de soutien. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 10 concerne le personnel communal avec la réglementation du temps de travail. Et la parole est à Madame Stéphanie Brenier.
L'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes dérogatoires à la durée légale du travail. La durée du temps de travail doit être harmonisée à 1607 heures pour l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale. Dans ce cadre, les collectivités territoriales disposent d'un délai d'1 an à compter du renouvellement de leur assemblée délibérante pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition, soit le 1er janvier 2022. Les modalités d'aménagement du temps de travail en vigueur dans les services municipaux depuis 2001 doivent donc être adaptées à l'évolution de la réglementation sur le temps de travail. Les enjeux de cette réforme pour la collectivité sont multiples. Un enjeu réglementaire sur l'obligation pour la commune de respecter la durée annuelle légale de 1607 heures, à laquelle la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ne permet plus de dérogation. Fin des congés extralégaux, tout en permettant aux agents de conserver un nombre de repos équivalent. Un enjeu de maintien et de qualité du service public, en adaptant l'organisation du temps de travail aux attentes des agents et des usagers, dans un souci collectif d'efficacité de l'action publique territoriale et du service public. Un enjeu de garantie de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Sa mise en pratique au quotidien constitue en effet un des facteurs garantissants pour l'ensemble des agents, qualité de vie au travail, motivation et efficacité. Dans ce cadre, la collectivité a souhaité qu'une démarche participative soit mise en œuvre. Un groupe de travail composé à part égale de représentants du personnel issus de différents services et de représentants de la collectivité a été constitué et s'est réuni à 2 reprises afin d'établir et de présenter un protocole d'accord au comité technique. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi de juillet 83 et toutes les différentes lois, donc je vais vous épargner la lecture, vu la délibération du conseil municipal du 8 décembre 2001, vu l'avis favorable à l'unanimité du comité technique du 30 novembre 2021, vu le protocole d'accord annexé, considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit notamment dans son article 47 la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures. Considérant qu'un délai d'1 an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents, considérant que ces règles entrent en application plus tard le 1er janvier suivant leur définition, soit le 1er janvier 2022, les modalités d'aménagement du temps de travail en vigueur dans les services depuis 2001 doivent donc être adaptées à l'évolution de la réglementation. Considérant que la définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe délibérant après avis du comité technique, considérant que le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année, la durée de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies, considérant la nécessité de maintenir un service public de qualité en adaptant l'organisation du temps de travail aux attentes des agents et des usagers, sur proposition du maire, il s'agit donc pour le conseil municipal de fixer la durée annuelle du temps de travail et d'adopter les modalités de sa mise en œuvre selon les dispositions présentées dans le protocole d'accord annexé. Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2022. Il est précisé que la délibération du conseil municipal du 8 décembre 2001 approuvant le protocole d'accord sur la réduction du temps de travail est abrogé à compter de cette date. Donc, en résumé, afin d'instaurer la loi sur les 1607 heures, la commune de Contrexéville était notamment concernée par les 3 jours de congé dits du maire. Donc, la commission, enfin le petit comité technique qui s'est réuni a décidé a proposé de passer à une durée hebdomadaire de 36 heures, ce qui va permettre aux agents de générer un volume d'heures
de RTT qui leur permettra, à minima, quand on fait des projections, d'avoir 3 jours minimum de RTT, puisque ce décompte, en fait, il est impacté en fonction de comment tombent les jours fériés dans l'année. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, c'est la loi qui nous impose cette mesure, et je peux vous dire que Monsieur le Préfet rappelle très régulièrement l'obligation d'être en ordre de marche pour début 2022. Donc tous les agents passent à 36 heures, c'est ça? Bah, tous les agents à temps complet. Oui, Ouais. Oui, tout à fait. Et 36 heures devenant voilà, la référence. Pas d'autres interventions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Le rapport numéro 11 concerne les décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation générale et pour information au conseil municipal avec les déclarations d'intention d'aliéner. Donc vous en avez encore quelques-unes. Et je voudrais simplement dire que ces DIA sont en constante augmentation. À la même date, sur les années précédentes, en 2018, nous avions 34 DIA, en 2019, 43, en 2020, 50 et en 2021, 53. Le marché de l'immobilier, en tout cas, semble, comme partout et comme dans beaucoup de territoires, être dynamique, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Donc, déclaration d'intention d'aliéner. Je vais juste faire un petit focus dans ces DIA sur comment dirais-je, le terrain qui concerne actuellement la société Holcim Béton. Donc Holcim Béton est une société internationale, enfin une multinationale suisse d'origine, me semble-t-il, qui cède l'ensemble de ses centrales sur le département des Vosges. Il se désengage en tout cas du département des Vosges. Il y avait, me semble-t-il, 4 centrales à béton sur ce département. À Contrexéville, nous avons une belle opportunité, me semble-t-il, puisque cette centrale à béton est reprise par une entreprise familiale qui a été créée dans les années 1930. C'est une holding qui est située à Golbet, mais qui irrigue sur le territoire de la communauté d'agglo d'Épinal. Holding, donc, qui compte actuellement 380 salariés. Évidemment, avec la reprise de Holcim Béton à Contrexéville, ce chiffre devrait passer à 400 salariés, avec une vision d'avenir, en tout cas, pour cette société. Ensuite, il y a les bons de commande avec les décisions du maire et les marchés à procédure adaptée et les conventions de mise à disposition avec les décisions du maire. Oui. Holcim Béton, c'est très bien, si c'est repris, on en avait vu ça, tant mieux. Non, moi j'en ai juste une question sur les 2 travaux là, de Nicoletta Fantoni au terme, là. Réfection du plafond du sauna et l'isolation. Ça a été refait il n'y a pas très longtemps, je pense, dans le cadre du gros marché là, qu'on avait conclu. Donc on a des soucis ou... Il y a effectivement, il y a des soucis forcément. Oui, il y a des soucis. En fait, on a constaté une forte condensation au-dessus de la porte du hammam avec une peinture qui se décolle. Donc, effectivement, différentes solutions ont été préconisées. On a évidemment réuni l'ensemble des partenaires concernés, architectes, thermes, entreprises, etc. Il s'avère simplement qu'effectivement, lorsque les clients, et je pense que ça se passe partout pareil, sortent du hammam, ne ferment pas toujours la porte. Et on s'aperçoit en faisant des vidéos que la quantité de vapeur qui s'échappe, évidemment, va condenser au plafond et altère la peinture. Nous avons fait un diagnostic et je remercie Philippe Rago qui est ici et qui a
probablement, je pense, enfin on va vérifier ça, trouver la cause. Simplement, sur cette partie du hammam, était posée effectivement une isolation en fibre, en panneau de fibre de laine de verre, pardon, et sans contrôle effectivement de ce qui s'est passé, il y a eu des différents travaux qui ont été réalisés en passant par cet endroit-là, on s'est aperçu que la laine de verre avait été complètement, pour travailler, avait été totalement écartée et qu'elle ne faisait plus office. Et donc, comme on est juste en dessous du toit, évidemment, le pont thermique, il a des conséquences. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période de maintenance technique au terme, eh bien, il y a eu un rattrapage, en tout cas, de cet aspect extrêmement déplaisant et contre-productif en termes d'image et de commercialisation. Eh bien, voilà, maintenant, les choses sont faites dans les règles et il y aura un contrôle permanent avec un constat de parfait achèvement et un contrôle permanent pour vérifier que lorsqu'il y a des entreprises extérieures qui arrivent et qui interviennent, eh bien, ils soient en tout cas comptables de leurs dégâts sur cette isolation. Donc là, ça ne rentre pas dans une malfaçon? Non, c'est ça, voilà. Après, plusieurs entreprises sont intervenues. C'est très compliqué de trouver le... Mais cette fois, ce qui est demandé et ce qui sera exigé, c'est que chaque fois qu'il y a une intervention, eh bien, il y a un contrôle qui soit réalisé et que s'il y a dégâts, il y a donc réparation par l'entreprise concernée. Alors, on sait que des établissements où il y a un fort taux d'hygrométrie sont toujours compliqués à gérer, mais là, il faut qu'on soit extrêmement rigoureux, et on le sera parce que ça devient insupportable de voir que des entreprises interviennent et ne remettent pas en état. Voilà ce que je pouvais vous dire. Sur ce sujet, y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y en a pas, eh bien écoutez, comme je n'ai pas été destinataire de questions écrites, je vais lever la séance. Et puis je souhaite aussi adresser à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux pour la prochaine année, et puis vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, même si le contexte sanitaire se tend à nouveau. Et j'espère que 2022 nous permettra peut-être de retrouver une situation normale. Enfin, en tout cas, je l'espère. Donc, bonne soirée à vous. Merci.